Bonjour à tous, c'est le live du lundi soir aujourd'hui. Donc on va faire trois petites choses comme d'habitude. La première chose, c'est qu'il y a un commentaire que j'avais eu sous mon blog en fait il y a quelques années et que je vais reprendre là parce qu'il est intéressant. Deuxième point, Hammam Bouadjar, dont j'ai déjà mis le blason ici tout à l'heure, enfin hier je crois. Et dernier point, c'est ça, parce que je vais arrêter le live, mais j'expliquerai pourquoi à la fin, tout à l'heure. Et on attaque donc tout de suite avec ce commentaire que j'ai choisi pour la fin, justement, pour le dernier live. Ce commentaire, il se trouve sous l'article que j'avais fait, alors j'en avais déjà parlé dans un live précédent, l'article que j'avais fait sur la vieille dame qui ne pouvait pas parler. C'était au colloque de Massub juin 2012. Et c'était donc une vieille dame qui était venue au colloque de Massub et qui avait dit qui était venue parce que dans sa famille elle ne pouvait pas parler. En fait, c'était sa fille qui ne voulait pas qu'elle parle de cette histoire, elle ne voulait pas du tout en entendre parler. Et donc, cette vieille dame, elle était venue au colloque de Massub pour je regarde juste si j'ai branché, oui. Et si elle était venue au colloque de Massub pour justement pouvoir parler de son histoire. Et en fin de compte, même au colloque de Massub, elle n'avait pas pu parler de son histoire. Parce qu'en fait, les historiens avaient beaucoup débordé et on n'avait pas pu derrière faire quelque chose sur la transmission. Et donc, j'avais moi discuté avec elle en fin de journée. Et je trouvais que ce qu'elle disait, c'était vraiment, vraiment intéressant. Et alors, en commentaire sous cet article-là, j'ai eu celui d'une autre dame qui, elle, m'a mis plusieurs commentaires sous mes articles et des commentaires très beaux, très poétiques. Donc je vais lire ce commentaire-là. Je poursuis ma découverte de votre blog et des différentes rubriques qui le composent. Briser le silence, ne plus étouffer ce passé important. Pour ceux que la censure verbale imposée trop souvent par une descendance prompte à censurer un passé lourd de souffrance et trouver un oxygène vital pour aller son chemin. La vieille dame a parlé, par-dessus les ronrons des raconteurs d'histoires. Ses mots libérateurs ont imprimé des sons, douces réminiscences, porteurs de vérité, tout en atteignant l'âme de ceux qui l'écoutaient. Bon, je trouve ça très beau, puis il y a énormément de choses dedans. Hein. Ne plus étouffer ce passé important. C'est sûr que pour beaucoup de monde, c'est un passé important. Et à vrai dire, le passé il est important pour souvent des gens de ma génération à moi. Et bien souvent, il est difficile pour les gens de la génération des Pieds Noirs qui sont nés en Algérie de pouvoir parler de cette histoire parce que les gens de ma génération à moi n'ont pas envie d'entendre parler de cette histoire. Ceux que la censure verbale imposée trop souvent par une descendance prompte à censurer un passé lourd de souffrance. C'est sûr qu'il y a énormément de gens dans ma place à moi, qui censurent cette histoire-là, et c'est peut-être pour ça que j'ai du mal à trouver des personnes de mon âge à moi qui sont intéressées par cette histoire et trouver un oxygène vital pour aller son chemin. Peut-être que la vieille dame, en effet, a trouvé son oxygène vital pour aller son chemin, à moins que ce soit les descendants, comme moi, qui trouvent aussi leur oxygène vital pour aller son chemin. La vieille dame a parlé, et en effet, malgré tout, elle a parlé, et puis j'ai tellement parlé d'elle ici que finalement, ben, elle a trouvé peut-être un prolongement à travers le blog, à travers ce que j'ai un peu fait ici. Ces mots libérateurs ont imprimé des sons, douces réminiscences, porteurs de vérité. C'est les vérités des petites gens, pour moi, c'est quand même l'essentiel, ce sont les vérités des petites gens, tout en atteignant l'âme de ceux qui l'écoutaient. Bon, tout ça me paraît très beau. En fait, j'aime beaucoup ce commentaire. Je l'avais en tête depuis longtemps, mais je me disais quand est-ce que je vais pouvoir le donner. Ben, je le donne maintenant. Donc comme ça, c'est fait. Deuxième point, Hammam Bouadjar, là. Alors ça, si on regarde bien le blason, on a ce grand bâtiment là, qui en fait est la mairie, je dois l'avoir ici. Ouais, c'est ça. C'est la mairie. Cette grande, grande, grande mairie, très imposante. Alors là, c'est la mairie telle que je l'ai prise il y a 2 ans en fait, c'était en avril 2014. Et je pense qu'elle a été repeinte et je pense pas qu'elle était comme ça parce que dans un texte j'ai vu passer par là qu'il y avait des sculptures gréco-romaines, des mosaïques, des choses comme ça. Et évidemment il n'y a plus rien et il y a une inscription en arabe en haut. Mais enfin on voit, je pense, ces grandes colonnes là, cette grande structure, je ne sais pas très bien comment qualifier, mais que je trouve quand même assez belle et qu'on retrouve donc dans le blason de Hammam Bouadjar là.
Et alors c'est inscrit à l'intérieur d'un grand fer à cheval, parce que, en fin de compte, si on prend un plan, alors j'ai pas trouvé de plan comme d'habitude, hein, parce que dès que ça tombe, dès que ça devient un tout petit peu petit, c'est-à-dire Périgueux, j'avais pas de plan, Rio Salado, j'avais pas de plan, Amam Boadjar, pas de plan non plus. J'en profite pour faire passer un petit message quand même à toutes les personnes, les amicales, les associations qui montent des sites autour de leur petit village, que c'est quand même dommage qu'ils aient pas mis, qu'ils mettent pas des plans hein, tout bêtes, hein, parce que je suis sûr qu'ils doivent en avoir dans le coin, avec les noms des rues et ainsi de suite, parce que ça permet quand même pas mal de se repérer. Et derrière, quand on veut rentrer dans le détail, c'est quand même pas négligeable de savoir où est-ce qu'on se situe. Donc ici, j'en ai tiré, je suis allé faire un tour sur Google Earth, et si j'arrive à me retrouver, voilà, c'est là. Et je suis pas sûr que vous allez voir grand chose. Salut Dan. Si on va faire un tour sur Google Earth là, voilà ce qu'on a pour Amam Boadjar. Alors Amam Boadjar, c'est maintenant, là ouais, forcément, puisque c'est Google Earth. Et déjà, on voit que c'est pas forcément très grand. Si je me rappelle bien ce que j'ai noté de côté là-bas, on doit avoir à peu près 16 000, non, donc maintenant on en a peut-être 30 000. C'est à la fin des années 60, on en avait 16 000. Bon, 16 000, hein, c'est pas grand-chose. Et on a en fait la ville qui est là. En plein centre, on a un croisement entre les deux routes principales. Ça c'est est-ouest et ça c'est nord-sud. Et alors au sud, il y a un fer à cheval. C'est une structure géologique. Et le fer à cheval, il est comme ça. Hop, il est ici. Et tout ce qu'on a en bas, là, c'est la station thermale, parce qu'on va avoir la source d'eau chaude qui est en plein cœur du fer à cheval qui se trouve là. Donc du coup, le blason, ça, ce fer à cheval, c'est cette grande structure géologique qui se trouve au sud de Hammam Boadjar et dans laquelle se trouve le, la source d'eau chaude sulfureuse. Alors sulfureuse, c'est pas si négligeable que ça parce que c'est une ville quand même qui arrive de très très loin et qui a été colonisée par les Romains, mais même par les Phéniciens juste avant. Mais on n'a pas vraiment de traces des Phéniciens. Par contre, on a des traces, en tout cas des traces écrites des Romains, et on sait comment est-ce que ça s'appelait. À ce moment-là, ça s'appelait Ad Dracones. Ad, plus loin, Dracones, comme les dragons. Et c'était les dragons parce que justement, il y avait cette source chaude et sulfureuse qui sortait de là. Donc ça rappelait les dragons pour les Romains. Du coup, bah, on a toujours dans ce blason-là le souvenir au fond de, de ces origines vraiment très lointaines. Alors je vais essayer de remonter un peu aux origines, justement. Une toute petite localisation géographique. Alors moi j'ai oublié de mettre ça en début, hein. J'aime pas trop les localisations géographiques, mais enfin c'est pas négligeable quand même. On est à 21 km à l'est de Ain Timuchent, on est à 45 km à l'ouest de Sidi Bel Abbès et on est à 65 km au sud-ouest d'Oran. Et on est en fait à l'est, à l'ouest pardon, à l'ouest de la Sebka, de la grande Sebka d'Oran. En fait, on n'est pas très loin de Rio Salado non plus, on n'est pas très loin de la maison de Kaïda Alima. Bon, enfin en résumé, on est dans le coin qu'on a déjà vu avec Rio Salado. Et on peut dire que Mamboadjar, c'est le carrefour entre trois wilayas qui sont là, la wilaya d'Oran, la wilaya de Sidi Bel Abbès, enfin, c'est plutôt des cantons en fait, bon, on va dire ça comme ça, et Ain Timuchent. Donc on est dans ces trois coins. Parce que d'ailleurs, Hammam Boadjar faisait partie, était rattaché à Sidi Bel Abbès jusqu'en 1980 je crois, et ils se sont retrouvés rattachés à Ain Timuchent, parce qu'Ain Timuchent a pas mal grandi, à partir de 1980. Donc période romaine, ça commence très loin quand même. Les Romains furent les premiers conquérants de cette région-là, conquérants mis entre guillemets, et furent les premiers à découvrir les effets curatifs des eaux chaudes et sulfureuses qui s'échappent de nombreuses sources et qu'ils appellent dracones. Donc dracones, c'est les dragons. Et en fait, il faut savoir que ces sources-là, il n'y a pas forcément une source, même si je pense qu'il y en a quand même une là, mais en fait, il y en a d'autres. Il y a d'autres sources qui s'écoulent, mais toujours à l'intérieur du fer à cheval, là. Mais de temps en temps, il y a une source d'eau chaude qui jaillit à certains coins. C'est assez variable et assez imprévisible l'endroit où l'eau sort de temps en temps, hein. Donc le nom, c'est Adracones, hein, qui signifie la cité des dragons. Et en fait, pour les Romains, ça a vraiment été juste un poste. Ça a été un poste militaire principalement, un poste de colonisation surtout. Et ça se trouvait en fait sur le chemin
entre Portus Magnus, qui est Merzel-Kébir, et Albulae, qui est Ain Temushent. Donc ça se trouvait sur ce chemin-là, et il y a eu installation d'un poste militaire romain là, et ils vont quand même y rester 2 ou 3 siècles, et ils vont faire ce que faisaient les Romains là, c'est-à-dire qu'ils vont cultiver le blé, ils vont cultiver la vigne, ils vont développer l'olivier, et évidemment, comme ils s'intéressent aux thermes, aux bains, ben, ils vont développer les eaux de soins, comme ils appellent ça, dont ils avaient décelé les propriétés curatives pour un certain nombre de maladies. Salut Dominique. Donc, on peut dire que les Romains, ils vont quand même rester un certain temps là, et c'est pas si courant que ça, même s'il y a des traces en fait romaines à Ain Temushent, puisque Ain Temushent s'appelle Albulae du temps des Romains. Dan me dit Portus Magnus n'est pas Saint-Leu. Non, Portus Magnus, c'est pas Arzeux. Portus Magnus, je l'ai vu déjà depuis un moment, c'est Merzel-Kébir. Portus Arzeux, je sais plus comment c'est, mais c'est pas Portus Magnus. J'arrive plus à me rappeler le nom, mais il faudrait chercher ça sur internet. Mais Portus Magnus, c'est le grand port. Et le grand port, c'est celui de Merzel-Kébir, qui est le port naturel d'Oran. Enfin bon, tu sais jamais, peut-être que je me trompe, mais je crois pas quand même. Albulae Ain Temushent, ad Crispae Bouclelis, ad Fratres Nemour, Fluvio Assaris, le pont de Lycère, Portus Sigensis Benissaf. Bon, en résumé, les Romains, ils sont quand même déjà là dans la région, dans pas mal d'endroits. Le seul problème quand même, c'est que il va y avoir les invasions vandales. Avec les invasions vandales, elles vont détruire absolument tout ça, donc il ne reste pas énormément de traces, évidemment, sauf dans les grands endroits, je sais pas, comme Tipaza par exemple, mais sinon dans les petits endroits comme ça, on n'a pas de traces des Romains au niveau de Hammam Bouadjar, une fois que les vandales sont passés. Hein. Et alors, dernière petite chose, c'est quand même la colonisation religieuse des Romains. Et ça, c'est un point qui est assez important parce qu'il semblerait qu'il y avait pas mal d'évêchés en fait. Et tous les noms que je vous ai donnés là, c'est des noms d'évêchés romains là. Et on connaît même deux noms d'évêques, Auxilius et Madanius, qui participèrent à Carthage à des congrès, conciles, mi-religieux, mi-politiques, chargés de contenir la pression des évêques schismatiques ariens. Donc on a en fin de compte une colonisation classique pour la vigne, pour le blé, pour je sais plus trop quoi encore. Et on se retrouve en plus avec des évêchés, c'est-à-dire qu'on essaie de répandre le christianisme là-dedans. Bon, et les invasions vandales arrivent. Alors je suis pas un grand spécialiste de tout ça moi, mais enfin j'ai vu les bandes vandales du roi Hunéric. On est à la fin du IVe siècle et c'est terminé. On va avoir derrière en plus les vandales et les morts. Alors, Dan me dit Wikipédia, Arzeux, connu sous le nom de Portus Magnus, était un port romain dans l'Antiquité, précisément sur les rives de la ville de Bétuia. J'irai quand même vérifier ça parce que je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu par ça. J'ai été bon, enfin, je sais pas. Je voudrais pas dire des bêtises, mais Wiki, c'est les gens normaux qui font ça, et parfois il y a des erreurs dessus. Donc il faudra quand même vérifier ça, parce que j'ai des contradictions bien souvent. Mais peut-être que je me plante et que Portus Magnus, c'est Arzeux, auquel cas il y en a quelques-uns qui pourront me contredire là, et il n'y aura pas de problème, parce que je suis pas susceptible là-dessus, ça me pose pas de problème. Donc il y a les Vandales et les Morts ensuite au VIe siècle, qui achèvent de détruire ce pays et son caractère quasi préhistorique. Et alors en plus, il va y avoir un gros séisme au 7e siècle au niveau de Ain Temushent. Là, alors Ain Temushent est complètement détruit au 7e siècle à cause de ce séisme-là. Et comme on a Hammam Bouadjar qui est à 25 km, on soupçonne que Hammam Bouadjar il passe aussi dans le séisme. Donc clairement, on n'a plus vraiment de traces. On a juste à ce niveau-là, sur le plan géologique, évidemment, cet énorme fer à cheval-là, et puis on a pas mal de failles, c'est-à-dire de grandes cassures en profondeur, qui montrent que c'est une zone qui bouge. C'est une zone qui bouge énormément, aussi bien sur le plan volcanique que sur le plan sismique. Bon, donc ça c'est l'histoire. On a quand même, alors on a des traces écrites en résumé, mais enfin des traces précises, on n'en a pas. Et alors derrière, il va y avoir les Arabes et puis les Ottomans qui arrivent au 19e siècle. Les Ottomans, on connaît ça à Oran, puisque les Ottomans ils arrivent en 1705 ou 6, quelque chose comme ça, 1708 peut-être, jusqu'en 1732.
et ils sont là, à Oran, mais en fin de compte, ailleurs, ils vont y être parfois plus longtemps. Et ensuite, hein, il y a une deuxième période ottomane, au début du 19e, de 1792 à 1831 à Oran. Mais c'est pareil, c'est à Oran. Et à vrai dire, ailleurs, hein, il va y avoir quand même des Ottomans. Et alors, c'est les Arabes, après les Vandales, qui vont donner le nom Hammam Bouadjar à cette petite ville-là. Forcément, avant, hein, je rappelle que les Romains, ils avaient appelé ça Ad-Draconès, c'est-à-dire la cité des dragons. Ben là, les Arabes, ils vont arriver, ils vont appeler ça Hammam Bouadjar. Alors, Hammam Bouadjar, si je décompose un peu, le Hammam, ça veut dire le bain. Si on accole ça à Bou, je pense qu'il y en a plein qui savent parce que ça y est un peu partout, c'est le père de, mais ça peut être aussi qui tient qualité de ou qui possède. Et Adjar, c'est la pierre. Bon, en résumé, si on essaie de faire quelque chose de littéral, on va se retrouver avec la source de la pierre, ou le bain de la pierre. Bon, c'est-à-dire la source de la pierre qui est là et qui va libérer de l'eau. Bon, ça va rester un petit village, hein, c'est quand même quelque chose qui reste petit dans l'ensemble, qui est connu pour les élevages, pour le commerce de céréales, mais en fin de compte, il n'y a que les habitants qui vont vraiment connaître les eaux thermales qui sont là. C'est-à-dire que c'est pas spécialement connu autour. Alors je ne parle pas du présent, je parle du passé, c'est pas spécialement connu autour. Donc les habitants ils connaissent, mais après autour, c'est pas spécialement connu. Et alors il faut se rappeler que dans cette période-là, et ça c'est une découverte, mais c'est pas une découverte super, hein, c'est que moi je m'y étais jamais vraiment penché dessus. Mais il y a la tribu des Beni Hamer dans le coin. La tribu des Beni Hamer, j'en ai parlé je sais plus quand, à Rio Salado et même Sidi Bel Abbès. Je crois que je l'ai découverte quand j'ai vu Sidi Bel Abbès. Bonjour Nadine. Je crois que j'ai découvert quand j'ai découvert Sidi Bel Abbès. Sidi Bel Abbès, c'est pareil, les militaires ils ont voulu s'installer là, mais ils étaient confrontés à la tribu des Beni Hamer. Et les Beni Hamer, j'ai fini par trouver un papier où on m'expliquait, bonjour Asna, où on m'expliquait que les Beni Hamer c'était compris à l'intérieur d'un triangle. À l'intérieur d'un triangle qui va d'Oran, Sidi Bel Abbès, Tlemcen. Donc à l'intérieur de ce triangle-là, il y a plein de tribus qui dépendent des Beni Hamer. Salut oui oui, bah écoute, je te salue, merci d'avoir été présente, en tout cas et d'avoir fait coucou, bye. Donc, la tribu des Beni Hamer, c'est le triangle voilà, qui se trouve entre Oran, Sidi Bel Abbès et Tlemcen. Et alors à l'intérieur de cette tribu, il y a quand même pas mal de batailles. Tous ceux qui veulent coloniser là, bah, ils l'ont senti passer. Et donc au niveau de Hammam Bouadjar, comme les autres, ils ont été confrontés, et c'est les Ottomans hein, qui ont été confrontés à cette tribu des Beni Hamer. Et il y a une grosse confrontation entre les deux, puisque une fraction de la puissante tribu des Beni Hamer résidait sur la région d'Hammam Bouadjar. Elle était capable de lever une véritable armée quand le besoin s'en faisait sentir. Les Turcs, puis les Espagnols ensuite, puis les Turcs, on pourrait revenir, eurent à négocier avec elle, ce qui d'ailleurs n'empêcha nullement les conflits. Alors les Beni Hamer, hein, il y avait un certain nombre de familles qui assuraient la représentativité de cet endroit-là. Leur installation est antérieure au XVIIIe siècle, donc c'est quand même ancien, les Beni Hamer, hein, à une époque où s'établit sur l'ouest algérois, grâce à la médiation des grands chefs religieux, une paix relative, qui met fin en particulier aux exactions des grandes bandes qui avaient leur zone de repli au Maroc. Bon. C'est en 1805 que les Turcs ils en ont marre. Donc au début du 19e siècle, et j'allais dire 30 ans avant l'arrivée des Français. Bien implantés à Oran, donc ils sont bien implantés à Oran. Là, ça c'est sûr, ils sont en train de repeupler à Oran à cette période-là, ils font appel aux Juifs pour repeupler Oran là, donc ils se développent pas mal, et ils vont essayer de se débarrasser des Beni Hamer parce qu'ils en ont marre. Ils s'engagent à réduire cette trop puissante tribu qui s'accumule sur le Mouchentois, c'est-à-dire c'est la région d'Aïn Temouchent. Leur chef, Melakesh, jette dans la bataille toute sa force de cavaliers et de fantassins. La bataille est longue et féroce, mais les Beni Hamer sont finalement vaincus à la sortie d'Hammam Bouadjar. Donc manifestement, la bataille s'est passée à ce niveau-là. Alors qu'ils refluaient vers le Tessala, cette victoire fut finalement plutôt néfaste à la puissance turque, qui aurait dû s'allier les Beni Hamer plutôt que les combattre, parce que le ressentiment des musulmans fut profond à l'égard donc des Ottomans, à cause de la lutte contre les Beni Hamer et l'élimination des Beni Hamer. Les musulmans, manifestement, ils étaient plutôt pour les Beni Hamer que pour les Ottomans, donc ils ont eu une certaine animosité à l'égard des Ottomans, et du coup, bon, ça n'a pas été simple pour les Ottomans. Bon, c'est comme ça, et en tout cas au niveau d'Hammam Bouadjar, les Ottomans, c'est eux qui ont débarrassé la région des Beni Hamer, même si vous vous rappelez quand même Rio Salado, ils se sont quand même pas mal bataillés, mine de rien, contre les Beni Hamer pour s'installer les Français. Bon, on va attaquer la période française. La période française, alors elle est pas facile à raconter dans le sens où il n'y a pas grand chose à dire, parce que
Euh, Hammam Bouadjar se construit très tard. Hammam Bouadjar se construit très tard. C'est étonnant parce qu'en fait, il y a une histoire qui est très ancienne. Mais par contre, sur le plan français, c'est la dernière petite ville qui se construit officiellement à partir de 1831. 1831, il y a déjà, enfin il y a déjà, au moment où est créé Hammam Bouadjar, c'est-à-dire en fait en 1874, donc quand même on est assez loin, hein, on est à 40 ans, quelque chose comme ça, après l'arrivée des Français. 1874, il y a la création d'Hammam Bouadjar, ben, c'est la dernière région à prendre forme dans le Tmouchentois, après Rio Salado, qui s'appelle El Mala, si vous vous rappelez, après Lourmel, après Er Raël et après Aïn al Erba. Donc c'est vraiment le village qui se construit tout à la fin. Donc le village, on va décider de la création de ce village le 4 novembre 1873 et il va être effectivement créé le 11 mars 1874 et il est créé au niveau de l'endroit où il y a les eaux. Alors en fait pas dans le fer à cheval mais juste un petit peu au-dessus. Ils vont mettre, enfin il y a déjà plus ou moins, enfin pas l'église en fait, hein, mais il y a déjà des petites maisons là. Et ils vont créer donc le village en 1874. Donc il n'y a pas grand chose à dire, hein, surtout le début, parce qu'en fait c'est de manière très artificielle, parce qu'il y a déjà des gens là, tac, on va créer le village là. On a un territoire qui fait 2829 hectares, qui comprend 2 propriétés privées, 52 lots agricoles, 6 lots de ferme et 12 lots industriels qui sont tous attribués. Bon, on va avoir une population de 257 habitants, donc c'est pas grand chose quand même, qui possède 289 têtes d'animaux, 153 instruments agricoles. Le nombre des maisons construites s'élève à 58, donc 58 maisons qui sont là. On a 3377 arbres qui sont plantés et 390 hectares cultivés. Bon, ben il faut savoir qu'en fin de compte, ça va être quand même par contre une région extrêmement viticole et pour tout dire, même ça va devenir, hein, ça va tellement bien marcher. Il va y avoir des grandes fermes, des grands domaines qui sont édifiés là-dessus. Ça va tellement bien marcher qu'ils vont se retrouver à Hammam Bouadjar, le premier centre viticole d'Algérie, avec 11 000 hectares de vignobles. Bon, donc c'est un centre viticole principalement et quand même assez riche, on va dire, qui fonctionne assez bien. Et si c'est pas de la vigne, c'est un petit peu des céréales, c'est un petit peu des légumes secs, c'est des olives qui constituent le reste de la culture. Mais en fin de compte, si on prend Hammam Bouadjar, c'est une région viticole très riche, quoi, en résumé. Donc parallèlement, alors on va avoir des petites choses. On a une ville, tout ce qui est plus classique. Je vous ai montré, je crois, une photographie là. Ça, je suis pas sûr que ce soit le plus ancien. Ça, je pense que c'est plutôt récent comme truc. On a l'église là, et en face de l'église, on a une grande place avec un joli plan d'eau, de la verdure et tout ça. Si on regarde un peu plus ancien, on a ça, avec donc l'église qui est là, et juste en face, un temple protestant. Bon, ça a l'air d'être un peu la particularité, parce que j'ai jamais vu ça. Hein. Une église et juste à côté un temple protestant, et on se retrouve avec une place en face de chaque bâtiment. Quoi. En face de l'église, une grande place, et en face du temple protestant, une grande place. Et en fait, ils vont mettre la mairie, je pense qu'elle y est déjà à ce moment-là, ils vont mettre la mairie en face du temple protestant, donc il y a la place, et ici il y a le monument aux morts qui est là, et ils vont mettre la mairie ici, là. Donc Hammam Bouadjar, c'est une grande route nord-sud là, et une grande route est-ouest comme ça. Et un temple protestant, une église catholique évidemment, une place devant avec un monument aux morts et une mairie qui est là. Et quand même, autre petite particularité de Hammam Bouadjar non négligeable, il y a le Bouyouyou, hein, c'est-à-dire qu'il y a une gare et il y a un chemin de fer là, et il y a le Bouyouyou dont j'ai déjà parlé par ailleurs, c'est-à-dire ce petit train à vapeur là, qui était classé parmi les tramways quand même à Oran, mais enfin qui ressemblait à tout sauf à un tramway, c'était plutôt un petit train. Et alors je sais plus trop où j'ai mis ça, ouais, le Bouyouyou là. Je ne vais pas revenir sur le Bouyouyou, j'en ai déjà suffisamment parlé dans le cas des quand j'ai parlé des tramways. Hein. Mais enfin le Bouyouyou vu depuis Hammam Bouadjar, c'est quand même rigolo parce que c'est un petit train. Dans les premières années de la ligne, la voie au village arrivé tout près de l'église, donc l'église que je vous ai montré là, en fait, sur le côté, il y a la voie ferrée, tout près de l'église, et le train venait à reculons. Le train venait à reculons chercher sa clientèle éparpillée sur les places. Vous voyez, les grandes places qui sont là, bah, les gens ils attendaient le Bouyouyou là, et le train il rentrait à reculons tout doucement, et les gens ils venaient là-dedans face à l'hôtel Amic. Alors l'hôtel Amic,
c'est juste à côté de l'église, je sais pas si j'ai sorti la photo. C'est un très vieux hôtel qui est là. Non, j'ai pas sorti la photo. C'est un très vieil hôtel qui est en fait en face de la mairie, de l'autre côté. Et on va avoir donc les gens qui viennent derrière. Et ce qui est rigolo, il y a une petite anecdote qui est sympa, c'est qu'en fait, cet arrêt-là, il se trouve tout près de là où s'installe en fait la fête foraine. Probablement qu'elle s'installe sur la grande place. Et il y a la fête foraine là. Et bien souvent, les gens, les jeunes surtout, ils s'amusent à accrocher des trucs au bouyouillou. Et alors, il y a une petite anecdote qui est rigolote. C'est à cette époque d'ailleurs que de joyeux lurons, un jour, se servirent du train pour une farce mémorable. Il y avait alors la fête annuelle, et les baraques foraines étaient dressées en bordure de la voie. Le bouyouillou les frôlait donc pour venir, comme chaque jour, prendre son chargement de gens et de couffins. Le wagon de queue stoppait presque à l'appui d'une baraque de vaisselle. Nos farceurs arrimèrent l'une à l'autre, c'est-à-dire qu'ils ont accroché la baraque de vaisselle au train du bouyouillou. Et évidemment, lorsque le train partit, fort doucement comme toujours, mais avec assez de bonne volonté pour faire s'écrouler la baraque dans un colossal fracas d'assiettes et de soupières. Et comme le forain dormait à l'intérieur, il y a eu, dit-on, autant de jurons qu'il y avait de dégâts. Donc, pour dire que ce petit train-là, il rentrait carrément dans la ville, et qu'on pouvait accrocher une corde, n'importe quoi, avec la baraque foraine à côté, et qu'elle s'écroulait, et ainsi de suite. Donc bon, ça a l'air sympathique, si on se rappelle un peu ce que c'est que ce bouyouillou, c'est vraiment pas grand-chose. Les passagers accédaient à l'intérieur des wagons par des marchepieds, si peu accessibles qu'il fallait parfois s'entraider pour les escalader, et les banquettes étaient si peu confortables qu'il fallait, comme on disait là-bas, avoir le cul tanné pour en user tout le voyage. Bon, en résumé, c'est un petit train qui n'est pas grand-chose. Alors comme j'en ai déjà parlé par ailleurs quand j'ai parlé des tramways, je ne vais pas y revenir plus que ça, mais il faut se rappeler que c'est le terminus du Hammam Bouadjar. Donc, dernière chose quand même, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent un peu le bouyouillou. J'ai lu quelque part qu'il allait aussi, fut un temps où il allait jusqu'à Rio Salado. J'y crois pas beaucoup à ça, mais si jamais il y en a qui ont des infos plus précises là-dessus, ben, qu'ils me le disent. Il paraît qu'il allait jusqu'à Rio Salado. Bon, ça me laisse perplexe. Donc, je reviens à ma période française. Alors, il devient chef-lieu en 1887. Et la présence des thermes est réputée, etc., etc. Alors, il y a deux jardins. Il y en a un que j'ai pas réussi à trouver, mais il est connu. Hein, et il y a juste que je sais pas où il est, en fait. Il y en a un, c'est le jardin du Rocher. Celui-là, je l'ai vu. C'est là qu'on a, alors je sais pas si j'ai sorti la photo, ouais, c'est là qu'on a ça, en fin de compte. Ça, c'est la source chaude, et on a des stalagmites et des stalactites, et à chaque fois qu'on voit du jaune et du vert et tout ça, ça veut dire qu'il y a du soufre. Hein. C'est la couleur du soufre à chaque fois. Et en fait, la source, elle se trouve là-haut, là. Et là, on est au sommet du fer à cheval. Le fer à cheval, il fait comme ça, il fait tout le tour là, ben, on est à l'extrémité du fer à cheval, et la source chaude est tout en haut. Et alors, on est grimpé, quand je suis allé à Mamboadjar il y a 2 ans, on est grimpé tout en haut du fer à cheval là, tout en haut de la source, et on voit la source qui sort, hein, et qui fait des bulles et tout, parce que c'est brûlant, c'est même pas la peine d'y mettre le doigt, hein, et ça bout, tout simplement. Et donc l'eau descend là, et en bas on a de l'eau bouillante ici. C'est pas trop la peine non plus d'y glisser la main parce qu'on se brûle. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le jardin du rocher, parce qu'en fait, en bas de ça, il y a ce qu'on appelle à Hammam Bouadjar le petit Vichy. C'est-à-dire qu'il y a un petit jardin, comme à Oran, il y a un petit jardin qui était vraiment très joli. On voit les traces de ce jardin, enfin il y a toujours le jardin, mais comme il est plus vraiment bien entretenu, il est pas super. Et notamment, il n'y a plus l'eau qui coule et ainsi de suite, ce qui est bien dommage quand même, parce qu'il y a une jolie passerelle qui permet de passer au-dessus de l'eau qui coulait là. Mais enfin, on devine que ça devait être vraiment, vraiment joli, même si ça reste encore agréable quand on se promène là-dedans. Mais enfin bon, c'est plus tout à fait ce que c'était à mon avis. Hein. Et c'est le jardin du Rocher là, c'est vraiment très joli. Et il y a aussi le jardin des Veuves. Et ça, je sais pas où il est. Je soupçonne qu'il est à l'intérieur du fer à cheval au niveau des thermes au-dessus de la ville. Mais bon, j'ai vu une photo, mais j'arrive pas à savoir exactement où il est ce jardin là. Bon, alors Hammam Bouadjar, réputé pour ses vignobles, et il paraît qu'on voit encore pas mal de façades d'anciennes caves à vin. La culture des raisins existe toujours, mais la production de vin, évidemment, elle a été interdite après l'indépendance. Mais enfin, on cultive toujours le raisin, et ça a l'air de fonctionner à peu près correctement.
Un des endroits qui a une véritable touche française, c'est la place de la mairie. Voilà, c'est celle dont j'ai parlé. Autour de la place, il y a des cafés, il y a des commerces. Au centre, il y a un kiosque qui sert des boissons et des glaces. Et de l'autre côté de la rue, il y a une grande église. Bon, ça, c'est ce que je vous ai dit. Et le reste du territoire, tout ce qui n'est pas pour la vigne, qui n'est pas pour les céréales et tout ça, c'est abandonné aux troupeaux. Encore ceux-ci sont-ils regroupés sur les basses plaines, où l'Antis, qui est palmier nain, ne constitue pas la forêt qui recoupe dans d'autres lieux. Ça, c'est plutôt au début, je pense. Ça va se développer un peu, mais j'ai très peu sur le développement parce que je pense que tout tourne autour des termes et que c'est un petit village qui se développe tout ce qu'il y a depuis normalement. Dans les années 20, il y a un maire qui apparemment a une certaine importance, qui va dynamiser un petit peu la ville, qui s'appelle Jean Saint-Jean, qui encourage les premières initiatives qui visent à rassembler la jeunesse bois-djarienne dans un grand club omnisport aux côtés de la vie associative du village, souligné par une fanfare. Donc il y a la fanfare de Hammam Bouadjar, puis il y a ce maire qui va créer un petit peu d'émulation là autour du sport. Et en fin de compte, l'Union sportive d'Hammam Bouadjar, l'USHBH, vient de naître et dès sa création en 1923 et jusqu'à la guerre en 1938, cette association va se hisser en tête du hit parade des équipes de foot et sans compter le cyclisme, le tennis, les boules clubs et les judo clubs. Bon, ça bouge un peu au niveau du sport, semble-t-il. Et puis après, évidemment, il va y avoir la guerre. Donc là, ça devient un petit peu plus compliqué. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que là, c'est pas rigolo, puis on s'en sortirait pas. Et en 1960, on a 16 000 habitants à peu près. 16 000 habitants. Et on a quand même 2 librairies, 3 salles de cinéma, dont un cinéma-théâtre, 3 hôtels, 6 banques. Bon, en résumé, c'est un petit village. Je dis un petit village, en fait, c'est une ville, on va me dire comme dans Rio Salado. C'est sûr que quand on est à 16 000, on est plus, c'est une petite ville. Voilà, c'est une petite ville, c'est plus un village. J'avais une petite chose à dire encore. Alors, je reviendrai ensuite sur Hammam Bouadjar actuellement, parce qu'il y a pas mal de petites choses à dire. Et je voudrais juste faire une petite parenthèse sur quelque chose qui sort de nulle part à Hammam Bouadjar, dont j'ai posté les photographies tout à l'heure. Ce qui sort de nulle part, ce sont ces choses-là. Salut Kamel, ce sont ces choses-là, par exemple. Et celui qui a fait ça, là, c'est un architecte. Et ça, c'est Hammam Bouadjar. Je ne sais pas si ça y est toujours actuellement. Bon, j'ai pas eu de photos, donc à mon avis, ça a été détruit. Puis c'est tellement moderne, ça, que ça ne doit pas trop coller avec l'Algérie actuelle. Donc il y a ça. Et en fait, le type qui a fait ça, il s'appelle Maury. Le problème, c'est que je me rappelle plus de son prénom, mais je crois que c'est Marcel, Marcel Maury. C'est un architecte qui a aussi fait ça, mais ça, c'est pas Hammam Bouadjar, hein, ça, c'est le grand marché de Sidi Bel Abbès, qu'on appelle la Coupole. Et il a fait quelques autres trucs comme ça qui sont non négligeables. Et un truc qu'il avait fait à Oran, alors je sais pas trop si je l'ai ressorti ou si je l'ai pas sorti. Je crois que je ne l'ai pas sorti, ce qui est dommage. Il a fait un truc à Oran, une espèce de petit immeuble aussi très bizarre. C'est un architecte très moderne et qui fait des belles choses. Alors je voudrais quand même juste lire un passage parce que ça, c'est pas facile à interpréter, ce genre de truc. Mais en fin de compte, quand on lit, parce que j'ai trouvé ça sur un site d'architecture, c'est le centre d'hygiène de l'école, apparemment. Alors, je sais pas trop ce que ça veut dire, le centre d'hygiène de l'école, mais enfin bon, la personne qui fait le site et qui doit être architecte se pose la question, mais quelle est donc l'utilité et le programme de cette construction incroyable? Une tour massive vient comme pincer, écraser la parabole en son centre. Donc on a une tour massive en effet qui vient écraser la parabole qui est là en son centre. Je vais vous laisser la photo si je peux. Une tour massive vient comme pincer la parabole en son centre. Sur cette tour, un petit volume se détache comme un minuscule balcon dont une échelle prend un départ vers le haut de la tour. Mais pourquoi faire? Appeler la foule? Regardez le superbe agencement des escaliers et des garde-corps épais qui circulent sur la façade en retrait sous l'auvent. Regardez les piliers coniques qui tiennent le chemin du béton. Regardez également la finesse de l'épaisseur de cette courbe de béton, incroyable. Tout cela est d'une qualité de dessin remarquable. On trouvera aussi très étrange que la construction, depuis ce point de vue, est très fermée sur elle-même et n'offre que peu au soleil l'occasion d'entrer. Une Peugeot 403 rutilante vient donner l'échelle. Qui a bien pu dessiner cela? Et aussi, quelle est l'utilité de cette super petite construction? S'agit-il là d'une petite mosquée? Que peut bien vouloir dire centre d'hygiène face à ce type de bâtiment? Etc. etc. Donc, c'est un point qui devait être vraiment bizarre. Hammam Bouadjar, voilà, c'est ça. Et ce qui est marrant, c'est en effet, ça peut éventuellement rappeler une mosquée avec un minaret et avec un endroit où on va faire l'appel.
sur ce petit balcon là. C'est assez drôle. En tout cas, je pense pas que c'était une mosquée, mais c'est quelque chose qui manifestement cherche à faire du moderne à partir du musulman. Enfin, c'est quelque chose de très étonnant que j'ai trouvé sympathique. Et alors, le type là, il a fait autre chose encore à Sidi Bel Abbès, à Hammam Bouadjar. C'est une grande cité. Avec pareil des cônes, des piliers qui soutiennent la cité, et au-dessus, il y avait une terrasse. Alors il faudrait que je retrouve ça quand même, histoire de ne pas raconter trop de bêtises. Une terrasse. Une particularité de cet immeuble était l'aménagement du toit terrasse, qui comportait 3 buanderies collectives et 6 étendoirs. Ça me rappelle en fin de compte les terrasses qu'on a dans Ville Nouvelle par exemple, ou à vrai dire un peu partout où on avait construit et où les gens allaient étendre le linge, souvent à tour de rôle d'ailleurs dans les journées. Je pense que chacun avait son jour, si je me rappelle bien. Donc voilà ce qu'on avait sur Hammam Bouadjar. Alors je vais finir par Hammam Bouadjar maintenant là. Hammam Bouadjar maintenant, si j'arrive à me retrouver ce que j'aimais. Ouais. Donc Hammam Bouadjar accède au rang de Daïra. Daïra, c'est le canton. Et il est rattaché à la wilaya de Sidi Bel Abbès jusqu'en 84, où elle devient une des plus importantes daïras de la wilaya de Aïn Temouchent, nouvellement créée. Donc apparemment jusqu'en 84, ça dépend de Sidi Bel Abbès, et après 84, ça va dépendre d'Aïn Temouchent. Aujourd'hui, Hammam Bouadjar reste une belle cité. Le centre-ville n'a pas beaucoup changé depuis le départ des colons français. Et ça, c'est un peu comme Rio Salado, c'est-à-dire que quand on va à Hammam Bouadjar, on a vraiment un petit village qui a gardé un petit peu ce que c'était sous la colonisation française. Et de la même manière que Rio Salado s'était conservé. Donc si on veut voir à quoi ça ressemblait dans les années 50 à peu près, eh ben, on va à Hammam Bouadjar ou on va à Rio Salado, on a une petite vue qui est pas trop mal. Mis à part la transformation de l'église en mosquée, de nouveaux quartiers se sont greffés à la périphérie au fur et à mesure que la population augmentait. Mais enfin, quand je regarde, je trouve que ça n'a pas beaucoup augmenté quand même. Une station thermale est située donc au sud. Elle a été bâtie au milieu des années 70. C'est l'une des stations les plus modernes du pays, même si évidemment je suis pas naïf. J'ai vu des articles où disaient que quand même ça se développait pas autant que ça devrait se développer là. Mais enfin bon, c'est l'une des stations les plus modernes du pays, possédant un établissement de balnéothérapie, de crénothérapie, je ne sais pas ce que c'est la crénothérapie, un centre commercial, 50 bungalows, une piscine, un cours de tennis et un cinéma. Le curiste peut apprécier ses eaux bienfaisantes, etc., etc. La ville dispose aussi d'un hôpital, de 2 lycées, dont l'un en cours de construction, et d'un centre de formation professionnelle, donc ça bouge. À 3 km de la ville, je vais le garder pour tout à l'heure. La ville compte actuellement 30 000 habitants, dont la principale activité est l'agriculture. Mais je rappelle qu'ils vont faire du raisin, mais qu'ils n'ont pas le droit d'en faire du vin. C'est aussi par excellence la ville des thermes et du tourisme. Alors le touriste peut apprécier la petite forêt récréative faisant face au complexe thermal. Okay. Le Petit Vichy, c'est le jardin dont je vous ai parlé. Et la petite forêt du Kéroulis, située sur les hauteurs des terres d'Ores El Meida, petit village à proximité. Bon, c'est à ce niveau-là qu'en fait on a le mausolée du saint patron de la région, Sidi Ahmed Bouadjar. Alors, j'ai pas réussi à le localiser. Je soupçonne qu'il se trouve à l'ouest de la ville, pas très loin de la rivière, et là où il y a justement cette petite ville-là qui s'appelle Ores El Meida. Je crois, je suis pas sûr, donc comme j'ai pas réussi à le localiser, je peux pas vous en dire plus. En revanche, sur le mausolée de Sid Ahmed Bouadjar, il est évident que très régulièrement, il y a des wadas qui se font, c'est-à-dire des grandes fêtes religieuses où il y a des fantasias, etc., etc. Donc, si Ahmed Bouadjar, le mausolée, il est situé sur le mont Kéroulis, plus précisément à 3 km de la ville, Hammam Bouadjar, au bord du mausolée, on a l'Oued Zougaï qui prend ses sources dans le mont Tessala, etc., etc. Une grande wada est organisée chaque année vers la fin du mois d'août au niveau du mausolée. Ainsi, la grande kermesse aura lieu jeudi prochain. J'ai tiré ça d'un article plus ancien. Les préparatifs vont bon train. Le président de l'association Sidi Ahmed Bouadjar espère que celle-ci drainera une foule nombreuse pour donner à la fête toute sa signification, etc., etc. Donc, et ils disent là-dedans qu'ils vont faire des travaux, notamment pour refaire la route qui va de Hammam Bouadjar à ce petit mausolée qui a l'air assez catastrophique. J'espère qu'elle est en meilleur état maintenant. Et ensuite aménager un petit peu cet endroit là.
Bon, voilà ce que je voulais dire sur Hammam Bouadjar. J'espère que vous avez appris des petites choses. Moi, j'ai appris des petites choses. Mais enfin, c'est un petit village qui a l'air d'abord très ancien et qui a l'air assez tranquille, même pendant la colonisation, excepté sur la fin, bien évidemment. Mais enfin, tout ce qui était village vers la fin, c'était quand même c'était quand même évidemment chaud. Bon, dernier point, tac, c'est ça. Je vais arrêter les lives parce que bon, j'ai peu de monde, j'en ai de moins en moins à vrai dire, et j'ai essayé avec les lives de parler de transmission, moi, entre les pieds noirs et les enfants de pieds noirs. Et comme finalement j'ai pas beaucoup d'enfants de pieds noirs qui viennent, je vois pas trop ce que je vais pouvoir continuer à raconter parce que ce que je fais là, moi ça me fait plaisir, mais ça me prend du temps et en fin de compte, je l'ai fait pour le mélanger à la transmission. Et la transmission, si j'arrive pas à la faire passer moi, si j'arrive pas à faire passer mon regard, quelque part, c'était le plus important pour moi. Et si ça, je n'arrive pas à le faire passer, le reste ne me motive pas suffisamment pour que je puisse me battre. Dan me dit quel dommage. Oui, non, je peux comprendre, hein, je peux comprendre, mais bon, si je n'arrive pas, moi, à faire passer un peu de transmission avec mon regard à moi et tout ça, je peux pas continuer comme ça indéfiniment. C'est c'est irrévocable. Je sais pas si c'est irrévocable. Hein, peut-être que j'y reviendrai, mais c'est vrai que le but du jeu, pour moi, à la base, quand même, et j'ai eu la chance j'allais dire, de commencer les lives en même temps, sauf que je les ai commencés un tout petit peu avant l'article Guérir à Oran. L'article Guérir à Oran m'a renvoyé plein de choses, plein de monde et tout ça, donc j'ai sauté sur l'occasion pour essayer de parler de transmission et toutes ces choses-là. Mais évidemment, là, je n'ai plus cette source-là. Donc, ben, je me retrouve un petit peu tout seul à parler de trucs que j'ai déjà fait sur le blog, même si, bon, je vois les petits villages et tout ça. Donc, je n'ai plus cette source-là. Et c'était quand même mon regard, c'était ce que je voulais. Parce qu'après, sinon, j'allais dire faire ce que je faisais. Tout ça, bah, il y a tous les sites pieds noirs, hein, ils ont fait ça. Ce qu'ils n'ont pas fait, c'est ce que je voulais faire moi, c'est-à-dire ce regard d'enfant de pieds noirs. Ce regard-là, ils le font pas, ils le feront jamais. Et moi, je n'arrive pas à choper des personnes pour pouvoir le développer. Donc tout le reste, je me retrouve avec un public de pieds noirs, d'Algériens. Ça me fait plaisir, mais disons que c'est pas ça que je cherche actuellement. Ce que je cherche, c'est les enfants de pieds noirs, et j'en ai deux là. J'ai Martine, j'ai Dominique, hein, qui sont là régulièrement, et c'est une chance infinie. Mais Martine et Dominique, elles sont là depuis 2 mois, et depuis 2 mois, j'ai pas réussi à en récupérer d'autres. Donc à partir de là, je pense que je vais arrêter là, je vais essayer de trouver par d'autres moyens. Je pense que je vais déjà me plonger dans l'organisation d'un petit séjour à Oran en avril prochain pour, je sais pas, 8 personnes, c'est ce que j'avais en tête. 8 personnes, enfants de pieds noirs, pour 5 jours à Oran, c'est ce que je vais essayer de construire pour l'année prochaine, parce que ça reste toujours mon objectif. Là, j'ai sauté sur l'occasion du live et de guérir à Oran pour faire ça. Mais bon, à partir du moment où ça décolle pas plus que ça, je ne peux pas me permettre de continuer dans le vide comme ça me prend du temps et ça me ramène pas d'enfants de pieds noirs. Donc c'est quand même regrettable. Donc voilà, je vais arrêter là. Kamel me dit tu es le bienvenu. Je sais Kamel que je suis le bienvenu. J'ai reçu tellement de témoignages d'Algériens, tellement de témoignages d'Algériens que je le sais moi, j'ai aucun problème. J'ai aucun problème par ça, je le sais. Il y a plein de gens, il y a plein de gens il y a plein de gens qui ne savent pas qui sont les bienvenus là-bas. C'est à eux que je voulais m'adresser, mais je crois que voilà, c'est pas la bonne période. Hein. Je pense que les enfants de Pénard, ils ont fait autre chose ou qu'ils ont pas, je sais pas. Bon, ils ont pas ce besoin-là. Moi, je l'avais. J'ai essayé de le transmettre, ce besoin-là, cette envie d'aller en Algérie. Je sais qu'elle existe en plus. Hein. Je l'ai vu à travers mon article. Je l'ai vu à travers mon article Guérir à Oran. J'ai vu que ce besoin existait là. J'ai essayé de saisir l'occasion. Je sais pas, et je me suis rendu compte que ça retombait. Et on peut pas faire, ou alors je sais pas faire, mais en tout cas, j'ai pas réussi à capter l'attention de ce désir qui existe en pas mal de personnes. Et je sais pas trop comment faire. Mais bon, le but du jeu, c'est tant pis, c'est comme ça. Ce que je vais essayer quand même, c'est de construire l'année prochaine un petit séjour à Oran. Je vais essayer de construire un petit séjour à Oran avec quelques personnes, un petit truc de 5 jours
Et ne serait-ce que pour accumuler cette expérience-là, pour être capable de le refaire d'autres années avec d'autres personnes qui le veulent. Je vais me fixer là-dessus plutôt qu'essayer de me battre contre les moulins à vent. Là j'ai l'impression de dire des choses, mais en fait de les dire là, et il n'y a plus personne qui vient se caler là-dessus. Donc c'est quand même regrettable. Bon, sur ces belles paroles, je regrette vraiment de vous abandonner. Dominique, merci pour tout. C'est sûr que c'est compliqué, difficile la transmission. J'analyse pas pourquoi ça décolle pas plus. Ouais, non, moi non plus, j'analyse pas pourquoi ça décolle pas plus. Non, mais moi, j'ai plutôt tendance à penser que si ça décolle pas, c'est parce que je trouve pas le moyen je trouve pas le truc qu'il faut faire. Moi, je le fais à ma sauce parce que je peux pas le faire autrement qu'à ma sauce. Et bien, je pense que ma sauce, c'est pas forcément la bonne manière de faire pour accrocher les gens. Il y aura sûrement quelqu'un qui se pointera un jour et qui le fera de la manière qui conviendra et qui arrivera à récupérer. Je le souhaite, parce que je m'en fous moi personnellement. Si c'est moi ou si c'est un autre, ce que je voudrais, c'est qu'il y ait quelqu'un qui arrive à saisir, tac, comment est-ce qu'il faut arriver à faire ça pour que ça prenne la sauce. Nadine me dit, si tu vas à Sidi Bel Abbès, fais-moi signe. Je crois que l'année prochaine, si je fais ça, mais bon, je suis assez motivé pour organiser ce petit séjour-là, pour essayer moi d'expérimenter la chose. Je crois que je vais essayer de faire au plus simple, c'est-à-dire un petit groupe, et je vais me cantonner à Oran que je connais. Et si ça se passe bien, là, peut-être que je ferai un truc plus large, parce que même moi j'ai envie d'aller plus large, quoi. Et à ce moment-là, peut-être que je ferai Sidi Bel Abbès, je ferai Sirius Salado, je ferai quelque chose qui tournera autour. Et à ce moment-là, ben, je préviendrai les personnes que ça peut intéresser. Mais je vais me cantonner à des petites choses, à une petite chose l'année prochaine, parce que j'ai pas envie de commencer avec un gros truc. Ça n'a pas de sens. Je vais commencer avec un petit truc, et je vais voir si j'arrive à le gérer correctement, si j'arrive à le faire. Parce que ce que j'aimerais faire, c'est qui est ce que j'ai vécu moi, c'est-à-dire la rencontre vraiment entre les enfants de pieds noirs et les Algériens, qui est évidemment une partie découverte de Oran, une partie découverte des lieux familiaux, mais qui est réellement en contact avec les Algériens. Moi, c'est ce qui m'a énormément apporté quand je suis allé à Oran, parce que ce regard algérien qui est porté sur nous est tellement gentil, positif, affectueux et tout ça, qu'on récupère pendant une semaine que du bonheur, et on se récupère une image positive là où on avait une image négative de nous en France. Bon, ben, ce regard positif-là, je pense que c'est lui qui guérit fondamentalement. Et c'est ça que je voudrais arriver à mettre en place pour les gens qui veulent aller en Algérie. Nadine, j'ai appris énormément de choses avec toi, merci encore. Ben écoutez, moi de toute façon, si je l'ai fait, c'est parce que j'ai trouvé mon compte aussi, et j'ai appris énormément de choses, et alors j'ai pris un plaisir fou à être avec vous tous ici, à voir tous ces commentaires, à discuter. Enfin, j'ai trouvé ça merveilleux. En plus, j'ai rencontré du monde, vraiment, pour moi, ça a été le bonheur pendant, j'allais dire pendant 2 mois. Et puis après, bon, j'ai vu que ça tombait, ça tombait, ça tombait, puis je voyais pas du tout comment faire remonter tout ça, et surtout, la partie qui m'intéressait quand même, c'était la partie transmission. Et cette partie-là, c'est la partie qui intéresse le moins de gens, et le problème, c'est que moi, l'autre partie, l'histoire de l'Algérie, ceci, cela, je l'ai beaucoup fait il y a quelques années dans le blog et tout, enfin, et d'abord, c'est beaucoup de boulot, et ensuite, c'est pas mes besoins, c'est pas mes besoins. Mes besoins, ils sont d'arriver à faire en sorte que on va plus voir Lyon. Eh ouais, on va plus voir Lyon. Et Lyon vous dit au revoir et il était content. Alors je suis content parce que je l'ai ressorti de la tonne de peluche où il était enfermé dans la chambre de ma fille là. Et d'un coup je lui ai dit tiens, ben, on va ressortir la peluche. C'était le doudou de ma petite, hein. Donc voilà, je vais le garder en souvenir quand même à côté. Puis un lion pour Oran, c'est quand même ce qu'il faut faire. Voilà, bah écoutez, je vous salue. On se retrouvera, peut-être que je m'amuserai à faire des lives plus cool de temps en temps, comme ça, je sais pas, on va dire. Mais en tout cas, pour ce format-là et pour ce que j'avais envie de faire passer sur la transmission, c'est pas vraiment passé. Enfin, c'est passé. Moi, je suis très content d'avoir rencontré Dominique, Martine, parce qu'on a eu par ailleurs des discussions privées sur notre regard d'enfant de pied noir, et ça, ben, ça m'a beaucoup apporté aussi. Donc, vraiment. Je remercie vraiment les gens qui ont été là et qui m'ont apporté énormément en retour. Nadine, tu m'as donné envie de plonger dans l'histoire d'Algérie, de rencontrer mes anciens camarades algériens. J'en ai déjà contacté. Ben écoute, si j'ai pu au moins t'apporter ça,
Tant mieux, c'était un peu, c'était le but. Le but, c'était que vous ayez envie de faire un petit peu de retour sur l'Algérie, parce que c'est un pays quand même, moi, que j'aime énormément, et les gens là-bas sont des gens que j'ai envie, moi, de voir et de retrouver, parce qu'il y a quelque chose là-bas qui est de l'ordre de la vitalité, et bon, qu'on a un petit peu perdu ici, et que moi, je suis content de retrouver quand je vais là-bas. Merci beaucoup, Paul, me dit Martine. Eh ben, écoute, Martine, c'est moi qui te remercie énormément. Pourtant, on n'a pas forcément, tu vois, toujours le même regard. Eh ben, j'ai apprécié que tu sois là à me titiller sur des points qui me, qui n'étaient pas toujours très nets en moi. Ça m'a forcé à me mettre au clair avec moi-même. Et ça, ça c'est un point important. Pour moi, les lives, ils ont été cruciaux parce qu'ils m'ont obligé à parler. Ils m'ont obligé à parler pendant une demi-heure à chaque fois et à me mettre au clair sur ce que j'avais en tête. Et je crois que ce que j'ai au moins compris dans ce live, avec ce live, c'est que je me considérais pas comme pied noir. Voilà, que j'ai réussi au moins à me mettre des choses au clair comme ça. Je me considérais pas moi comme pied noir parce qu'en fait, voilà, les pieds noirs, ils ont vécu certaines choses et moi, j'ai pas vécu ces choses-là. Ça m'a réussi à me mettre au clair sur la France que j'aimais beaucoup comme pays de liberté, sur l'Algérie que j'aimais beaucoup comme pays de vitalité. Ça m'a mis au clair sur énormément de choses. Donc moi, ça m'a beaucoup apporté. J'espère qu'en retour, ça vous a aussi apporté. Nadine, ton rendez-vous va beaucoup me manquer et en plus ça fait plaisir à ma maman. Ben écoute, je suis désolé, tu m'excuseras auprès de ta maman. Peut-être que j'en ferai un de temps en temps, histoire de réveiller les souvenirs, mais pour ce qui est de là, je vais arrêter parce qu'on est 5 là, voilà. Si on était 15 ou 20, je continuerai. Mais on est 5, le nombre de vues derrière en replay chute, et surtout j'ai pas d'enfant de pied noir. Bon, alors à partir de là quand même, faut que je reste raisonnable, que j'accepte l'échec entre guillemets, même si pour moi ça a été que du plaisir, mais en fin de compte quand même, par rapport à l'objectif que je m'étais mis en tête, on peut considérer que c'est un échec par rapport aux enfants de pied noir. Il y en a quelques-uns là, il y a Dominique et il y a Martine, je suis très content, mais derrière j'ai pas réussi à capter cet auditoire là, et ça je le regrette quand même un petit peu parce que c'était ce que j'essayais de faire. Voilà, je vous salue, je vous remercie de m'avoir suivi. 19h française, 18h algérienne, c'est quelque chose que je dirais plus, c'est quelque chose qui m'amusait. Dominique, ou alors les enfants de pied noir ne ressentent pas le besoin peut-être de cette transmission, ou t'es trop en avance, les choses n'en sont pas encore là. Oui, oui, non, mais tout à fait. C'est à ça qu'il faut faire attention aussi. C'est que c'était un besoin pour moi. C'est pas forcément un besoin pour les enfants de pied noir, même si quand j'ai fait l'article Guérir à Oran, je me suis rendu compte que il y avait quand même des enfants de pied noir qui faisaient le voyage en Algérie, qui étaient sensibilisés à ce que j'avais écrit. Enfin, c'est quelque chose qui m'a étonné quand même, hein, qui m'a étonné. Je me suis dit, il doit y avoir quelque chose, mais on est tellement éparpillés, tellement peu nombreux, et j'arrive pas à trouver le truc qui permet de raccrocher tout le monde. Mais je pense qu'en plus, il n'y a pas un réel besoin de la part de tout le monde. Il n'y a pas un réel besoin de la part de tout le monde. C'était un besoin qui m'était personnel à moi. Je ne sais pas pourquoi. C'est un besoin qui existe chez certaines personnes, mais il est évident qu'on doit être de l'ordre du 0,02% d'enfants de pied noir qui a ce besoin-là, et le reste qui n'a pas forcément ce besoin-là. Peut-être que mes parents à moi, ils étaient trop traumatisés, qu'ils m'ont transmis ce truc-là, et que d'autres parents ont été plus, je sais pas, ont moins transmis ça. Je sais pas très bien à vrai dire, ou alors je suis un peu trop en avance et ça remontera dans les têtes dans 10 ans. Je ne sais pas, je n'ai pas la solution, j'ai pas la réponse à ce problème. Martine, à bientôt au téléphone alors, évidemment, pas de problème. Dominique, à bientôt aussi. Moi, on garde contact, évidemment. Il y a juste que je fais plus les lives. Voilà. Mais sinon, moi, je garde contact, hein. Et puis, il y a des petites choses à faire encore dans les semaines à venir. Donc, je vais me concentrer un petit peu là-dessus. Et j'ai le séjour que j'aimerais bien faire. J'espère que je le ferai. Et ma foi, je serai content. Nadine, j'essaie de booster mon fils, mais il n'en éprouve pas le besoin, mon grand désespoir. Oui, oui, non, mais tout à fait. Et, écoute, moi, le besoin, je l'ai éprouvé quand ma mère est morte. Et ma mère est morte tôt. Ma mère elle est morte tôt parce qu'elle était malade. Et c'est bien souvent quand il y a une personne, parent ou grand-parent, qui disparaît, que l'enfant peut avoir déclic. Ça, je m'en suis beaucoup rendu compte dans les témoignages que j'ai eus.
Alors on peut pas souhaiter la mort des gens, hein, donc moi je souhaite que les gens y vivent le plus longtemps possible. Et je pense qu'en fait, la grande majorité des enfants de pieds noirs, c'est vers les 60 ans qu'ils arriveront, ils auront un déclic. Pas tous évidemment, mais enfin il y en aura pas mal qui, quand leurs parents, leurs grands-parents vont disparaître, vont commencer à faire ressurgir l'Algérie. Mais je pense que c'est tôt, parce que ma mère elle est morte tôt, donc moi je me suis retrouvé confronté tôt à ce départ-là. Mais quelque part, sur la moyenne nationale, ben c'est tôt. Voilà, c'est tôt. Et je pense que c'est dans 10 ans, dans 15 ans, que ça va peut-être bouger un peu dans les enfants de pieds noirs. Voilà, puis peut-être que j'ai pas réussi à m'y prendre comme il fallait, hein, c'est tout. Hein. Ça aussi, c'est possible. Hein. Ouais, je comprends. Je comprends. Il y a beaucoup de pieds noirs qui aimeraient montrer ça à leurs enfants et les enfants qui sont pas encore prêts à écouter. Et puis il y a des tas de problèmes idéologiques qui font que les enfants aussi ne sont pas prêts à écouter. Enfin, c'est une situation très complexe. Hein. De mon point de vue, elle se débloque uniquement quand il y a un ancien qui meurt. Et là, ça provoque un choc chez la personne, hein, et la personne passe au-dessus, au-delà des problèmes idéologiques et s'en va à la recherche de ses racines, plus ou moins en tout cas. C'est ce qui s'est passé pour moi et c'est ce qui s'est passé pour pas mal de monde. Je vous salue à tous, je vous remercie de m'avoir suivi en tout cas et de m'avoir bien motivé pendant 2 mois et demi à peu près. Bon, j'essaierai de faire des lives parce qu'en même temps ça me manquait les lives et j'aime bien les lives, j'aime bien le contact et discuter, avoir des questions, faire les réponses, avoir vos réponses à vous, je trouve ça quand même assez sympa comme truc. Donc je vais essayer de temps en temps, peut-être que je ferai des lives, mais je changerai, je sais pas de quoi je parlerai, hein, mais peut-être que je referai quand même parce que c'est sympa. Moi, ça m'a fait du bien de savoir que j'étais pas la seule à ressentir certaines choses et le besoin de transmettre. Ouais, c'est sûr. Ben écoute, et quelque part moi aussi. Quelque part moi aussi, ça m'a fait du bien de pouvoir toucher et discuter avec des enfants de pieds noirs, parce que mine de rien, je me sentais un peu seul dans l'histoire. Hein. Donc ça m'a fait du bien de vous trouver à vous et de pouvoir discuter de ça aussi. Mais il faut bien reconnaître qu'on est peu nombreux. Voilà, il faut bien reconnaître qu'on est peu nombreux et que c'est une débauche d'énergie pour des résultats qui sont ridicules. Donc voilà quoi. Mais je pense qu'il faut que j'attende dans 10 ans, il y aura le grand retour du live. Mais sinon, de temps en temps, peut-être que je ferai des lives comme ça pour m'amuser et faire des petites choses. Si l'occasion se présente, je m'amuserai à faire des lives. Il n'y a pas de raison, parce que j'aime bien, ça va me manquer. J'étais à l'aise maintenant en plus et tout. Donc voilà. Je vous salue. J'ai fait un peu long, mais c'était la dernière. Donc on se retrouve peut-être dans un live. Et puis pour ceux que j'ai déjà eu au téléphone, on se retrouve au téléphone ou par mail. On verra rien. De toute façon, on garde les liens, il n'y a pas de souci. Et sur ce, je vous souhaite une belle soirée. Il fait très très chaud ici. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait chez vous, mais alors il fait très chaud ici. Et à bientôt. Merci pour cette belle tentative. Oui, c'était une belle tentative. Puis non, c'était une belle tentative pendant 2 mois là, ça a été sympa. Hein. Et après, bon, ça tombe un peu. Bon, alors là, je ne vais pas continuer plus loin. Je vous dis à bientôt. Ciao. Bonne soirée.